Des pervers, des meurtriers, des pédophiles, des mythomanes, des psychopathes, des sodomites, des terroristes, des prostituées, des rebuts de la société, des démons. Il vous a fait peur? Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous, je suis Masha Borzunova, agente étrangère selon les autorités russes et votre guide dans le monde insensé de la propagande russe. Mais cette fois, nous allons nous éloigner un peu de notre sujet habituel. Espèce d'ordure, va! T'es de quel côté? Oublions un instant les propagandistes russes. Aujourd'hui, nous remontons à leurs sources pour nous intéresser à leurs soi-disant frères, les propagandistes biélorusses, parfois encore plus pointus que leurs homologues russes. T'es qu'un minable, un morveux, une ordure et un bouffon. Si je parle de sources, ce n'est pas un hasard. Car si la propagande russe s'est véritablement déchaînée après le début de la guerre en Ukraine en 2022, la Biélorussie avait ouvert la voie 2 ans plus tôt au plus fort des manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2020. Je vais vous montrer ce qu'est un véritable leader. Nous ne vous céderons pas le pays. Nous représentons la Biélorussie, une patrie pure, lumineuse, honnête, belle, travailleuse. Elle est un peu naïve et vulnérable, mais c'est notre bien-aimé. Et quand on aime, on ne cède pas. Et nous n'avons pas cédé notre pays. Petit rappel des faits. À l'aube des présidentielles de 2020, l'éternel leader de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, dirige le pays depuis 26 ans. Pour beaucoup de Biélorusses, ce règne sans fin est devenu insupportable. Le mécontentement accumulé se transforme alors en espoir, celui de tourner enfin la page. Pour la première fois depuis longtemps, de véritables candidats de l'opposition s'apprêtent à défier le président sortant. On en a marre de ce gouvernement, on veut du changement. Vous allez voter pour Babariko? Je fais la queue pour aller voter, peu importe. Je veux un nouveau gouvernement. Je veux que le peuple ait le choix. Mais comme tous les dictateurs, Loukachenko ne tolère aucune concurrence. La répression qui s'abat sur ceux qui rêvaient de démocratie sera implacable. Pendant que le gouvernement se demande comment soutenir son peuple durant cette épreuve, certains poursuivent leurs intérêts particuliers sans se soucier de la sécurité, des règles de savoir-vivre ou de la loi. La situation prend une tournure sérieuse. Il ne s'agit pas seulement de cas isolés de troubles à l'ordre public ou de perturbations des élections. Nous observons des actions planifiées et organisées. Nous avons fait tomber tous les masques, ceux des marionnettes d'ici, mais aussi ceux de leurs maîtres qui tirent les ficelles depuis l'étranger. La plupart des candidats de l'opposition sont empêchés de se présenter ou emprisonnés. Les opposants se rallient alors derrière la seule candidate encore autorisée à concourir, Svetlana Tikhanovskaya. Pourtant, la commission électorale annonce une victoire écrasante de Loukachenko avec près de 80% des voix. Le soir même, les plus grandes manifestations de l'histoire du pays éclatent. Ces manifestations sont si massives que j'y participe moi-même en tant que journaliste de Dozhd, la seule chaîne indépendante de Russie. Je suis à Minsk depuis 4 semaines. Derrière moi, vous pouvez voir la marche des femmes. Je me suis un peu écartée pour faire ce direct. Le réseau n'est pas très stable à cause de la foule. De plus en plus de participants viennent s'ajouter au cortège. On va aller voir de plus près. Une couverture médiatique que Loukachenko voit d'un très mauvais œil. Vous savez comment c'est en Russie. Rien n'est jamais simple. Rien n'est tout noir ni tout blanc. La population est très variée. Et parmi elles, il y a des gens qui seraient ravis de nous voir traîner à terre. Comment s'appelle cette chaîne déjà? Pluie? Neige? Ils sont complètement corrompus. J'en ai discuté avec Vladimir Poutine et il travaille sur la question.
Je dois bien reconnaître qu'il avait raison sur un point. Face à l'ampleur de la contestation, le régime répond par une répression brutale. Arrestations massives, grenades assourdissantes, violences et actes de torture. Les journalistes sont réduits au silence. Comme les manifestants, je dois fuir la police pour éviter d'être arrêté. J'ai vu ces événements de mes propres yeux. Et voici la version des propagandistes biélorusses. Des pervers, des meurtriers, des pédophiles, des mythomanes, des psychopathes, des sodomites, des terroristes, des prostituées, des rebuts de la société, des démons. Écoutez-moi bien, bande de psychopathes. Vous pouvez toujours essayer de vous cacher où vous voulez en Biélorussie, vous souffrirez. Le peuple ne tolérera jamais les fascistes. Derrière vos écrans ou en groupe, vous faites les malins, mais vous finirez par fuir comme des lapins. Il n'y aura pas de jeunesse fasciste dans le pays des partisans. Vous ne courrez jamais aussi vite de votre vie. Voici Grigori Azarenok, le propagandiste le plus influent de Biélorussie. Malgré son jeune âge, il donne parfois l'impression d'avoir servi de modèle à Vladimir Solovyov. Nos services de sécurité ont appris que j'allais vous rencontrer. Ils m'ont chargé de vous remettre quelques cadeaux. J'adore les cadeaux. Ils viennent de nos agents qui combattent chaque jour les ennemis du peuple et les saboteurs ukrainiens. Ce n'est évidemment pas vrai. Jusqu'en 2020, Grigori Azarenok n'était qu'un journaliste de la télévision publique. Les manifestations vont changer sa carrière. Son soutien inconditionnel au pouvoir et son absence totale d'empathie envers les manifestants arrêtés le propulsent au rang de principal visage de la propagande biélorusse. Sa cible favorite ? Les opposants. Ils sont anti-tout, anti-humains, anti-moraux, anti-humanistes. Ils encouragent l'homosexualité, les perversions, le nihilisme. Ils rejettent tout et tout le monde. Maria Kolesnikova est devenue le symbole des manifestations de 2020. Cette femme aux cheveux courts et aux lèvres rouges vifs est restée à Minsk jusqu'au bout. Lorsque les autorités tentent de l'expulser vers l'Ukraine, elle déchire son passeport pour empêcher son expulsion et choisit de rester en Biélorussie. Un geste qui humilie profondément Alexandre Loukachenko, même s'il tente aussitôt d'en donner une toute autre version. Elle et ses deux compères-là. Je n'ai pas compris si ce sont ses amis, ses chauffeurs, des proches ou des connaissances. Mais ils se sont enfuis tous en Ukraine aujourd'hui. Il paraît qu'elle a été jetée de la voiture en marche. Par ces deux-là? Ils n'étaient que tous les trois. Qui d'autre l'aurait jetée de la voiture? Maria Kolesnikova passera finalement plus de 5 ans dans une prison biélorusse, la plupart du temps à l'isolement. Coupée de ses proches, privée de toute correspondance, elle disparaît pratiquement de l'espace public. Pendant ce temps, la télévision d'État continue de la tourner en dérision. Elles vivent très bien dans les colonies pour bonnes femmes. L'ambiance est conviviale, chaleureuse, je dirais même joyeuse. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que la petite Maria purge sa peine. Vous vous souvenez de son rouge à lèvres, de ses petits talons ? Elle pète la forme, la bougresse. Envoyons-lui nos vœux de bonheur, ça ne nous coûte rien. Elle ne sortira pas de sitôt. En décembre 2025, Maria Kolesnikova est libérée. En contrepartie, les États-Unis lèvent une partie des sanctions visant les exportations biélorusses. Nous avons voulu la rencontrer pour comprendre comment elle a vécu ces 5 années de détention, mais aussi connaître sa vision de l'avenir. Car contrairement à beaucoup d'autres figures de l'opposition, Maria Kolesnikova plaide aujourd'hui pour le dialogue avec le régime, malgré les souffrances qu'il lui a infligées. Cela fait bientôt 4 mois que tu es libre. Comment tu te sens ? Beaucoup mieux que pendant ces 5 dernières années. Je profite pleinement de chaque journée.
Chaque activité, aussi simple soit-elle, me procure une immense joie. L'expérience de la prison reste gravée en moi. Peut-être pas pour toujours, mais certainement pour longtemps. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas la Biélorussie ce qu'est une prison biélorusse, que dirais-tu? Le plus simple serait de dire qu'elle ressemble au 19e siècle. Il n'y a pas d'eau chaude, on a très peu d'espace et il fait très froid. Il y a le chauffage, mais il fait très froid quand même. Aujourd'hui encore, de nombreux opposants sont emprisonnés. Leur libération est devenue l'un de tes principaux combats. Bien sûr. Faire sortir ceux qui sont encore là-bas. Oui. On le sait tous. Je suis assise ici grâce aux efforts de Donald Trump et de son gouvernement. Et il y a sûrement beaucoup d'autres personnes qui ont agi dans l'ombre pour obtenir ma libération. Nous allons mener des discussions avec les Américains. Ils nous parlent de libérer des prisonniers politiques, mais on aborde aussi des questions en lien avec l'économie. On parle de sanctions. Il y a une dizaine de sujets sur la table. Oui, ils souhaitent les libérer. Je leur ai dit en plaisantant, je vous comprends. Vous voulez libérer les gens que vous avez engagés pour renverser notre gouvernement. L'Union européenne pourrait elle aussi jouer un rôle beaucoup plus important. Elle dispose des moyens nécessaires pour obtenir la libération de prisonniers politiques. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Ça ne s'organisera pas en un claquement de doigts. Il faut une volonté politique. D'après les chiffres officiels, près d'1 millier de personnes restent aujourd'hui détenues dans les prisons biélorusses. Il ne faut pas les oublier. Chaque jour passé derrière les barreaux compte. La vie humaine n'a pas de prix. S'il existe la moindre possibilité de les aider, il faut la saisir. Si je comprends bien, selon toi, il ne faut pas isoler le régime biélorusse, mais tenter de dialoguer avec lui? On ne peut pas aider les prisonniers politiques en restant confortablement installés en Europe à répéter « Ce qui se passe est terrible, mais nous ne reconnaissons pas la légitimité de Loukachenko, donc nous refusons de lui parler ». Cette position ne les aidera pas. Au contraire, elle risque d'aggraver leur situation. Si une dictature est privée de tout dialogue avec l'Europe, elle trouvera d'autres partenaires. Aujourd'hui, la Biélorussie dépend déjà largement de la Russie et de Vladimir Poutine. Est-ce vraiment dans l'intérêt de l'Europe? Évidemment que non. Je ne comprends pas pourquoi ce dialogue n'est pas engagé. Comment résoudre les questions de sécurité si l'on refuse de communiquer avec ceux qui détiennent le pouvoir? Pourtant, beaucoup d'Européens me disent « D'accord, mais accepter de mener un dialogue avec Loukachenko, ce serait lui accorder une victoire politique. Accepter certaines de ses conditions. On irait dans son sens et on rendrait son régime plus fort. » Son régime n'est-il pas déjà renforcé par le soutien de Vladimir Poutine? Je suis ravi que l'Europe ait enfin compris ce qui la rendrait la plus heureuse. Avant que tous ces problèmes ne surgissent, je disais déjà que la place de l'Europe était auprès de nous et de la Russie. L'Europe est notre foyer. C'est là qu'il faut chercher le bonheur. Peut-on encore accorder le moindre crédit au discours d'Alexandre Loukachenko? Si on peut le croire? Je ne sais pas. Beaucoup d'opposants sont toujours en prison alors qu'ils devraient déjà être libérés. Mais les choses évoluent. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut au moins accepter de lui parler. Sinon, on en est réduit à consulter les astres ou lire l'avenir dans le mar de café. Ce n'est pas la première fois que j'interviewe Maria Kolesnikova. Nous nous étions rencontrés il y a près de 6 ans dans les manifestations de Minsk. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Berlin et aucune d'entre nous ne peut rentrer dans son pays, chacun sous le coup de sa dictature. À l'époque, Maria croyait qu'un changement était possible du jour au lendemain.
Elle enchaînait les interviews. Désormais, elle n'en accorde plus qu'une par semaine. La politique n'occupe plus toute sa vie. Elle renoue peu à peu avec sa première passion. Avant d'être l'un des visages de l'opposition biélorusse, Maria Kolesnikova était musicienne professionnelle. C'est ma première représentation depuis ma libération. En réalité, ça faisait 6 ans que je n'étais plus montée sur scène. Pendant ma détention, j'ai longtemps été placée à l'isolement. Je n'avais pas le droit de recevoir de lettres, de cartes postales, même de ma famille. Les appels téléphoniques étaient interdits. Au début, pourtant, j'avais reçu des milliers de lettres et de cartes du monde entier. Aujourd'hui, ce concert représente énormément pour moi. Je suis une artiste. Je n'ai pas besoin de raconter la prison uniquement à travers des interviews, d'autant que je n'aime pas particulièrement en donner. Je préfère transmettre cette expérience autrement, par la musique, par les échanges avec les autres, par l'art. Même en prison, je tenais à rester maîtresse de ma vie, de décider toute seule. Dans ma cellule, il y avait une radio. Elle me rappelait qu'ailleurs, la vie, la civilisation continuait, qu'il existait encore de la musique, des voix, des émotions normales. Et dans ces moments-là, j'ai toujours dansé. À ton avis, si un politicien quitte son pays, est-ce qu'il peut ressentir les besoins des gens qui y sont restés et représenter leurs intérêts? J'ai quitté mon pays il y a seulement 4 mois. Mais même derrière les barreaux, on continue à sentir ce qui se passe dans son pays. De manière intuitive. On respire le même air et on reste profondément lié à sa société. Aujourd'hui encore, ce lien est intact. Je comprends les difficultés auxquelles les Biélorusses sont confrontés et je veux continuer à parler de leurs problèmes, mais aussi des solutions possibles. C'est pour ça que je parle finalement assez peu du régime lui-même. Ce qui m'importe avant tout, c'est le peuple biélorusse. Parce que c'est lui qui représente l'avenir. Il faut lutter pour défendre ses intérêts. C'est l'objectif de n'importe quelle personne engagée en politique, de n'importe quelle personne qui n'est pas indifférente au sort de son pays. Merci, merci beaucoup à vous tous. Nous luttons pour la vie.